bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme, et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser en s'endormir ses rêves, et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que tout ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Bonjour Margot, bienvenue dans cette nouvelle interview PAF. On reçoit une jeune entrepreneuse d'un milieu qu'on ne connaît pas du tout, Non, donc on a hâte trop bien. de découvrir le milieu de l'édition avec Margot Rebel, qui a lancé il n'y a pas très longtemps, mais tu vas nous en reparler, les éditions du Paf et moi. C'est ça. On est ravis de vous retrouver du coup pour cette nouvelle interview PAF. Et vraiment, on vous rappelle que l'idée de ces interviews, c'est de pouvoir donner la parole à toutes les femmes entrepreneuses pour partager un maximum de vision de l'entrepreneuriat, un maximum de vision aussi, d'état d'esprit, de tips, etc. Et surtout vous montrer qu'absolument tout est possible et que quand on le rêve, c'est bien qu'il y a une raison et qu'il faut juste après oser passer le pas. Et donc, on va voir tout ça avec Margot. Avant de te laisser la parole et de laisser te présenter comme tu le souhaites, on a l'habitude de demander à nos interviewés un mot qui guiderait ces prochaines minutes avec nous. Lequel te vient en premier? Je dirais accueil. Ok. Parce que je sais pas s'il faut que j'explique pourquoi. Si tu veux, si tu veux. Parce que vous êtes super accueillante et du coup c'est un plaisir de discuter avec vous de mon métier. Et puis j'espère que ça va plaire à tout le monde et que ce sera bien accueilli. Donc accueil, c'est vraiment le mot qui me vient. Génial. Jamais eu, enfin. Non. Trop bien. Et nous, on est ravis d'accueillir une jeune entrepreneuse. Oui. Et en plus, voilà, d'un métier qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, je te disais en off, ça va être cool, on va pouvoir montrer un peu les coulisses parce que c'est un monde très obscur, l'édition. On se fait toute une image. Et pour avoir déjà échangé avec toi, je sais que c'est vraiment une image. Ouais. Donc c'est cool de pouvoir aussi mettre en lumière le métier et mettre en lumière, parce que tu nous partageras sûrement dans ta présentation, mais qu'on peut oser aller vers ses rêves à n'importe quel moment et même à 24 ans. Oui. Voilà. Alors Margot, à toi de jouer, présente-toi comme tu le souhaites. Je suis Margot, j'ai commencé à travailler dans l'édition il y a environ 4 ans. J'ai fait des études pour être éditrice, j'ai fait un master qui s'appelle le master IEC à Cergy-Pontoise et en fait ça m'a permis de faire un apprentissage en alternance. C'est là que j'ai commencé à travailler pour une petite maison d'édition indépendante à Paris. Et c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment le métier que je voulais faire et particulièrement l'édition indépendante. Donc qui n'est pas pareil que l'édition, ça commence déjà. L'édition en fait dans des maisons qui appartiennent à des groupes. Donc voilà, donc j'ai lancé en fait ma maison d'édition à Reims l'année dernière. Mais j'ai vraiment en fait commencé à travailler. J'ai commencé à travailler l'année dernière, mais j'ai sorti le premier livre cette année, il y a quelques semaines, donc c'est tout nouveau. Voilà, et pourquoi Reims? Parce que c'est ma ville natale. Okay. J'ai habité pendant 3 ans en région parisienne à cause de mes études, et parce qu'il y a ce cliché aussi de dire que on veut travailler dans l'édition, c'est forcément à Paris. Bien sûr. Oui, forcément. Donc là, je suis retournée à Reims et j'ai vu qu'il y avait une forte demande des gens autour de moi sur l'édition, puisque en fait à Reims, il n'y a vraiment pas beaucoup de maisons d'édition, et dans la région plus largement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de monter ma propre maison. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu plus de l'édition? Comment ça se passe? Quel est ton rôle? Quel est le rôle d'une maison d'édition? Et du coup, le rôle d'une maison d'édition indépendante comme la tienne? Eh en fait, le métier d'éditeur, éditrice, c'est un métier qui a des missions différentes, qui changent en fonction de la taille, on va dire, de la structure dans laquelle on travaille.
Et puis aussi des gens qui la dirigent, et puis voilà, si c'est une maison indépendante ou pas. Mais on va dire de manière générale, ça consiste à accompagner un texte et un ou plusieurs auteurs en fonction du projet. Donc pour en fait, c'est une sorte de suivi de projet pour faire d'un texte un objet livre, ou il y a aussi des livres numériques, mais en tout cas que c'est vraiment transformer un texte en livre, le mettre en forme. Après, en fonction de la taille des structures, par exemple si c'est une grosse maison d'édition, ce sera en fait chaque éditeur, éditrice aura un rôle particulier dans le projet. Donc ça peut être juste corriger les fautes d'orthographe et de typographie. Donc voilà. Ça peut être aussi carrément être responsable du projet et avoir plusieurs personnes qui vont corriger. Voilà. Ça peut être plein de choses. Et quand on est dans des plus petites structures, là, c'est moins hiérarchisé puisqu'on est moins nombreux. Et on va faire plus de choses. On va être un peu plus polyvalent. Donc on va faire autant de la correction de texte que de la promotion, la communication. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire à titre personnel et que je ne pouvais pas faire parce que j'ai fait quelques stages dans une grosse maison chez Hachette et Atier. Et en fait, voilà, moi ce que j'avais du mal avec le côté déjà très corporate, bureau, j'ai du mal à être dans un bureau tout le temps. Mais ça, voilà, c'est vraiment personnel. Et puis, c'est ce côté de grosse entreprise qui n'appartient pas à des éditeurs, enfin des gens dont c'est pas le métier. Et souvent, il y a une logique très très marketing derrière. Donc, le marketing, il en faut évidemment pour que la boîte fonctionne et qu'on puisse continuer à travailler. Mais là, c'était vraiment un peu trop pour moi. Et j'aime bien toucher à tout. Donc, là, je ne pouvais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai vraiment l'impression, c'est pas qu'une impression, mais d'avoir un contrôle aussi sur toute la production éditoriale. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir mener ces projets et parler de rêves aussi à bien. Donc, oui, parce que toi, du coup, tu es là du début avec l'auteur ou les auteurs, ou autrices. Et tu les accompagnes aussi bien dans la création, la formation pour que ça devienne concret. Et ensuite, tu les accompagnes et tu fais que le livre, en tout cas le format choisi dans la matière, existe, puis soit vendu, continue d'exister, etc. Et donc tu fais tu fais tout de A à Z, quoi. Ouais, c'est ça, je fais tout. Mais en fait, je me vois un peu comme une coordinatrice qui fait un peu les liens entre tout le monde, tous les acteurs, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur un livre. Et ça, on l'oublie aussi souvent, mais voilà. Et combien de personnes sur un livre? Ça dépend. Ouais, ça dépend, j'imagine. Mais on va dire, si on fait une petite liste rapide, je dirais donc il y a les auteurs, les éditeurs. Après, il peut y avoir des correcteurs. Ça, c'est aussi un métier qui existe. On peut avoir des maquettistes qui mettent en page le livre quand c'est pas l'éditeur qui le fait. Après, pour la promotion, avant, il y a quand même l'impression, les imprimeurs. Si on a un diffuseur et un distributeur, il y a les diffuseurs et les distributeurs, et tous les représentants commerciaux du coup qui s'occupent en fait de vendre le livre aux libraires. Donc il y a ces métiers-là. Il y a aussi les illustrateurs, s'il y en a aussi. Il peut y avoir donc après tout ce qui est relations presse, donc si on fait appel à un attaché de presse, les libraires qui vendent le livre. Donc, ça fait un bout de monde derrière ces petits formats finalement. Ça fait du monde. Et parfois dans les grosses maisons, on est 15 personnes sur un livre, donc rien que dans la correction. Et du coup le suivi éditorial. Voilà. Mais du coup je me suis refermée, c'était par rapport à la... j'aime bien être un peu le fil conducteur du projet. Et oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que parfois le livre, en fait,
n'existe jamais. Mais disons qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que je peux accompagner les auteurs, même quand le texte n'est pas fini. Et moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les auteurs. Donc, des fois, il y a des gens qui m'envoient leur manuscrit et en fait, ça ne sera jamais un livre, mais en fait, on va en parler ensemble pour en fait voir qu'est-ce qui peut être amélioré, pour qu'eux ils retravaillent. Et après, des fois, on voit que ça ne rentre pas dans la charte éditoriale. Du coup, on s'oriente, je les oriente vers d'autres maisons. Voilà. C'est quoi une charte éditoriale du coup? En fait, c'est des critères un petit peu, on va dire, de sélection d'un manuscrit pour qu'en fait la maison d'édition ait une cohérence dans ce qu'on appelle le catalogue, donc les livres qu'on propose. Donc c'est important en fait d'avoir une cohérence éditoriale pour en fait déjà être facilement identifiable. On se dise ah bah tiens, le pavé à moi, c'est régional, mais pas que. Et donc il y a l'identité graphique, mais il y a aussi, visuelle, mais il y a aussi le propos du livre. Donc là, en fait, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, on voit. Mais après, moi, par exemple, à Paris, je travaille encore actuellement pour une maison d'édition. Et là, pour le coup, on a une charte éditoriale, mais elle est très vague. Et parce qu'on aime bien publier un petit peu Coup de cœur. Voilà, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Oui, mais finalement, tu vois, en fait, c'est rigolo parce que dans l'état d'esprit, je reprends ma casquette de coach mindset, mais tu vois, c'est le mental, il te fait croire que c'est très vague, si je rapproche vraiment de l'entrepreneuriat, mais en vrai, c'est pas vague du tout, puisque votre fil conducteur, finalement, c'est juste que c'est une maison d'édition qui marche au coup de cœur. Oui, tu c'est vois ce qu'on dit aux gens. Voilà. Donc il y a quand même une vraie identité. Les coups de cœur de la personne. Puisque c'est les coups de cœur de... Et on sait que finalement, si on a aimé un de vos coups de cœur, il y a de fortes chances que du coup, on aime un autre coup de cœur. Parce que c'est nos goûts pour le coup. Et si je peux faire un petit rapprochement avec du coup l'entrepreneuriat, c'est marrant parce que finalement, cette charte éditoriale qu'a chaque maison, et tu pourras peut-être nous parler de la tienne après si c'est OK. Et puis on peut se garder en tête la question aussi après de parler d'avoir deux jobs, un job plus un truc. Je me disperse, je reviens. Oui, le parallèle avec l'entrepreneuriat, finalement là, toi, il te faut une charte éditrice pour qu'on reconnaisse que le pavé rémois, c'est telle maison d'édition. Et en entrepreneuriat, nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire avec Alice à chaque fois qu'on accompagne, il te faut aussi finalement une charte, mais pas qu'une charte graphique, une charte vraiment complète avec ce qu'on appelle un manifeste en fait, pour savoir où tu vas avec ton business, justement qui t'accompagne, ce que tu fais, ce que tu vends, et qui est aussi cette patte, comme tu disais. Et finalement, on retrouve sur les codes. Ouais, c'est vrai. Moi, je voulais faire le parallèle. Et est-ce que tu as, donc parce que tu as une charte éditoriale, donc ça ok, on va en parler juste après, et est-ce que tu as une charte, finalement, un manifeste ou pas, pour ton business? Ouais. Ah voilà, on a trouvé les deux, hein, elle a fait les deux. Non, mais c'est vrai que c'est un des premiers trucs à faire, je pense, quand on crée un peu son entreprise, c'est de se dire quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis comment après je vais les faire, mais déjà c'est des choses qui doivent rester, je pense, on peut parler de valeurs, mais aussi d'objectifs. Et moi, c'est d'abord je dirais que c'est valoriser le patrimoine culturel de la région. Mais d'une façon un peu originale en fait, pas habituelle. Donc j'aime tout ce qui est atypique. Donc j'aime bien bousculer un peu les genres, parce que en édition aussi il y a quelque chose, c'est que les livres sont tous catégorisés dans des genres littéraires. Et c'est essentiel pour plein de choses, pour le référencement et tout ça, mais pour que les libraires aussi sachent dans quel rayon ils vont ranger les livres, comment ils vont les défendre. Oui, et comment en parler aussi et du coup les vendre aux lecteurs, parce qu'il y a tellement de livres qui existent. Donc en fait, comment on va parler rapidement d'un livre, et en général on va parler de son genre, est-ce que c'est de la poésie, du théâtre, etc., un roman, un essai. Donc il faut catégoriser. Moi je me suis un peu donné comme défi de ne pas catégoriser. Donc j'aimerais bien que ma charte édito justement ce soit l'originalité et les allergies, désolée. C'est le printemps. Et du coup la création, la liberté de création artistique. Donc en fait l'idée c'est de faire
des livres sur la région sans faire de régionalisme. C'est-à-dire, Oh là, ouais. Oui, tu veux Ouais. dire pas forcément non plus parce que c'est la région, parler du champagne, du Exactement. patrimoine c'est tout à fait. architectural ou... Voilà, donc moi je ne fais pas faire de ce qu'on appelle les livres de terroir parce que ça existe déjà, donc ça sert à rien d'en refaire ce qui a déjà été fait. Et puis en fait je veux montrer qu'en Champagne et dans les Ardennes on a des talents, on a beaucoup de gens qui écrivent, qui créent, qui illustrent, qui dessinent, enfin voilà, et qui ont beaucoup de talent, donc c'est eux que j'ai envie de mettre en valeur. Et alors parfois il y a quelques liens avec la région. Par exemple pour le deuxième livre, il y a une nouvelle sur la cathédrale de Reims, mais abordée d'une façon très particulière, je vais vous spoiler. Donc voilà, il peut y avoir des allusions directes à la région, mais il faut toujours que ce soit décrit d'une façon particulière et voilà, et un peu originale. Et donc évidemment tous les auteurs vivent, donc ils ne sont pas forcément originaires de Champagne et des Ardennes, mais ils doivent en fait vivre sur le territoire pour tout simplement pouvoir se déplacer facilement, parce que moi ce que j'aime c'est l'échange humain, donc ça c'est aussi fait partie de la charte un peu, même si ça ne se voit pas dans le livre. On soupçonne pas tout ce qu'il y a dans un livre. Hein. C'est beaucoup de... Ouais, un livre c'est beaucoup d'échanges. J'avais pu regarder vos livres pareil. Non. C'est clair. Non mais c'est vrai, ça c'est... Puis j'aime bien que le lecteur il se dise ouais d'accord, en fait ce livre c'est l'aboutissement de toute une... comment dire... un travail de collaboration étroite entre des gens qui ont envie d'aller au même endroit, enfin qui ont un peu les mêmes valeurs aussi, et voilà, et les échanges humains c'est important, et du coup avec les auteurs avec qui je travaille, donc il faut qu'ils soient pas loin, qu'ils n'habitent pas dans le sud de la France, voilà, c'est mieux. Et puis même voilà, l'imprimeur est berné, enfin voilà, tous les gens qui travaillent sur le livre, c'est bien qu'ils soient à proximité. Finalement, tu as parce que tu parlais voilà, de diffusion du patrimoine, de la culture, etc. locale. Toi, en fait, tu l'as, mais du côté humain. Oui, exact. C'est un nouveau genre de patrimoine. Et c'est chouette, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, hein, les talents, tous ces talents qui peuvent, grâce à toi, après aussi, peut-être voir justement est-ce qu'ils peuvent donner vie ou pas à leur projet, jusqu'où ça peut aboutir ou pas, comment faire pour que ça aboutisse aussi parfois. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça aboutira peut-être pas là, mais peut-être qu'en modifiant des choses, ça peut aboutir. C'est ça, c'est un travail d'accompagnement aussi, un peu de coaching. Parce que les auteurs, ils me prennent beaucoup pour leur coach personnel, mais j'aime bien ça aussi. Et oui, et je voulais dire aussi par rapport parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire, ce que j'aime bien, c'est de tourner vers le présent aussi. C'est-à-dire que c'est bien de faire honneur au passé. Je sais qu'il y a des textes, par exemple, j'en discutais avec un conservateur à la bibliothèque Carnegie, des manuscrits de Rémois qui sont décédés maintenant et qui n'ont jamais été publiés, et moi ça m'intéresse. Mais je pense que c'est bien d'être aussi ancré dans le présent et de faire honneur aux gens qui sont vivants et qui ont envie de faire vivre leur projet. Donc il y a beaucoup d'artistes qui deviennent célèbres après leur mort, mais moi j'ai envie aussi de dynamiser un petit peu le vivant. Oui. Moi, ce que je trouve hyper chouette, du coup, c'est que toi, tu as osé suivre ton élan, ton envie et te dire, je vais essayer de réaliser mon rêve en créant ma propre maison d'édition. Et en même temps, du coup, tu permets aux gens de réaliser leur rêve d'être un jour publié. Du coup, je trouve ça hyper beau. Double rêve, on adore les rêves qui se réalisent. Et si on revient, parce que tu l'as dit brièvement tout à l'heure, par rapport à ton parcours vraiment d'entrepreneuriat, actuellement, si on va commencer par ça, après tout on s'en fout de la logique, tu t'es dit je vais me lancer et en même temps je garde un travail. Ouais. Est-ce que tu peux, parce qu'en fait c'est ça, moi j'aime bien aussi montrer qu'effectivement il y a plein de manières de se lancer. Si tu peux nous partager ton choix et jusqu'à où tu as envie de le partager, hein, et pourquoi ce choix. Et comment tu le vis. Ouais, c'est important, on va dire que c'est possible du coup se lancer sa propre entreprise tout en gardant un travail à côté et pas se lancer comme ça à corps perdu. Je pense que c'est important de le dire. Mais moi en fait j'avoue que donc, quand j'ai commencé à vraiment y réfléchir de manière sérieuse,
sérieuse. J'ai fait un plan parce que je suis quand même très stressée dans la vie. Et j'ai fait une liste de toutes les possibilités en fait. Ouais. Mais vraiment de la pire des situations au meilleur des cas. J'imaginais, voilà, je perds mon travail, je n'ai plus du tout de travail, voilà, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, j'ai telle solution. Ou alors, en meilleur des cas, parce qu'en fait, la réalité, c'est que donc, je travaille pour une maison à Paris et mon employeur, qui est aussi mon collègue, parce qu'on n'est que deux en fait dans la maison, donc c'est une toute petite structure, et mon collègue ne voulait pas au début que je crée mon entreprise. Après, on peut se dire, parce qu'on pourrait se dire, il y a concurrence. Voilà, parce que c'est le même milieu. Elle pose des problèmes, et après je lui ai prouvé qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence. Puisque du coup, je suis complètement sur un autre territoire, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Voilà, puis c'est pas du tout les mêmes projets. Et moi, dans l'idéal, je voulais garder ce travail parce que, bon, il y a la sécurité financière, on ne se ment pas. Mais c'est un travail que j'aime beaucoup. C'est grâce à ce travail que je peux faire celui que je fais aujourd'hui, que j'ai pu me lancer. Parce que, en fait, mon collègue est peu présent. Et il m'a permis vraiment de prendre les rênes de la maison d'édition et de gérer par moi-même sans avoir cette... Donc c'est une chance, mais ça peut être aussi... C'est difficile aussi. C'est un peu à double tranchant. Mais disons que voilà, j'avais cette sécurité. Je pouvais tester des choses en étant responsable presque à 100% de la maison d'édition, tout en fait, n'étant pas à mon compte. Donc c'était, en fait, ça a vraiment nourri mon expérience d'aujourd'hui pour le pavé et moi. Et ça continue d'ailleurs de le nourrir parce que j'arrête pas de... Enfin voilà, c'est des expériences qui se complètent plutôt bien pour l'instant. Et puis c'est pas du tout les mêmes projets, il y a des projets que je peux faire, parce qu'avec ma maison à Paris, on est diffusé et distribué dans toute la France, alors que pour le pavé et moi, c'est moi qui m'auto-diffuse et distribue. Ok. Pour rester pour l'instant à une échelle locale. Mais voilà, c'est pour l'instant et c'est voulu. Mais pour du coup la maison à Paris, je peux faire des projets plus, comment dire, par exemple là je suis en train de monter un magazine sur l'édition indépendante. Et là, pour le coup, ce serait moins pertinent de le faire avec le pavé et moi que de le faire avec la maison à Paris. Parce que du coup, on a envie que ça se diffuse partout et c'est sur des régions, c'est un numéro par région de France. Donc voilà, c'est bien que ce soit partout. Voilà, donc c'est pas les mêmes projets, mais c'était pas gagné du coup parce que mon patron ne voulait pas. J'ai fini par le convaincre. Mais en fait, lui, ce qui le dérangeait, c'était pas tant. Voilà, il était content de ce projet. Il voulait d'ailleurs que ce soit lui, qui gère avec moi. Ah, j'ai dit non. Il s'est dit, il y a un truc là-bas. Voilà. C'est pas une mauvaise idée, je vais peut-être essayer de mettre la main dessus. C'est ça. J'ai dit non. C'est important que je le fasse toute seule. Et du coup, il a accepté un temps partiel. Parce que voilà, au départ, c'est pour ça que j'avais tout. J'avais essayé de penser à tout, au cas où il refuse. Voilà, donc voilà, je peux être à temps partiel. J'ai pu être à temps partiel chez lui. Et ça m'a permis de rentrer dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Setup à Reims, pour en fait tester mon activité, mais même voilà, au stade de l'idée. Et ça, c'était vraiment une super opportunité parce que j'ai vraiment pu commencer à développer l'activité tout en ayant mon travail à Paris et en même temps sans prendre de risques, voilà, et puis être aussi accompagnée parce que Setup accompagne. Voilà, donc puis ça s'est construit comme ça au fur et à mesure et j'espère que ça continuera de se développer. Mais voilà, et pour l'instant, j'ai envie de continuer à travailler pour la maison à Paris. On verra bien plus tard si c'est gérable, mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de continuer. Ça fait combien de temps que tu fais les deux, du coup? Ça fait bientôt 1 an. Ok. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de partager, c'est vraiment cette idée, tu vois, de se dire,
J'aime bien la notion de... Alors moi je suis pas très plan parce que moi je suis quelqu'un qui fonce. C'est Non, parce que je comprends et j'aime beaucoup cette vision, mais c'est quelque chose que j'ai longtemps essayé moi de faire, mais qui me convient pas dans mon mode de fonctionnement. Moi, je suis quelqu'un qui, j'ai une idée, je vais la faire. Et après, je me dis, tiens, c'était une bonne idée ou pas Mais je fonctionne comme ça. Mais quand on a un autre fonctionnement, moi, j'aime beaucoup cette idée aussi de se dire... Alors, aujourd'hui, je le mets aussi quand même dans notre business, cette idée de, justement, aller se demander tous les scénarios possibles. Et j'ai bien aimé que tu partages le fait qu'il y ait du négatif, mais aussi du positif, tu as dit, et au meilleur. Donc ça, c'est génial aussi, parce que c'est rare qu'on anticipe le meilleur. C'est vrai. Et du coup, je le ressouligne. Ça peut arriver quand même. Bah oui, ça peut arriver. Mais c'est ce qui t'a permis aussi d'aller jusqu'au bout et de pas t'arrêter au bah il m'a dit non. Parce qu'en fait, tu avais déjà anticipé cette possibilité, donc tu avais aussi déjà anticipé toi tes réponses et te dire non, mais en fait, je sais que les deux sont possibles et je vais y arriver et du coup, j'ai déjà les arguments et finalement, tu es arrivé à ce que tu voulais. Oui, j'ai eu le meilleur. C'est le meilleur. C'est cool. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Et moi, j'aime bien aussi cette idée de se dire que c'est pas parce qu'on fait deux choses en même temps, parce que une crainte qu'ont beaucoup de nanas qui se disent ah oui, mais si je garde mon travail salarié, je vais pas être à 100% dans mon business, etc. Ça montre que tu peux être à 100% dans ton projet, dans ton business, et en même temps, tu es à 100% dans l'autre boîte quand tu es dans l'autre boîte, et tu arrives à faire la part des deux, parce qu'on a un cerveau humain qui est formidable, et qui a cette capacité justement à, si on lui dit bien, et si on est au clair et aligné avec soi, finalement de dissocier les deux. C'est ça. Ce qui permet, toi, aujourd'hui, d'avoir cet équilibre. Oui, et ça n'a pas toujours été facile parce que c'est vrai que des fois, c'est difficile d'organiser son temps et de se dire bon, bah là, je fais que ça, là, je fais complètement autre chose et tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui m'aide personnellement, après, voilà, c'est très personnel, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, je vois au lieu de voir les choses en deux fois comme ça, je vois les choses par projet. Je me dis, bon, bah. Il y a tel projet, encore des listes. On a une fan de liste. Hein, c'est fan de liste. Donc il y a ça, et peu importe voilà, si c'est avec la maison à Paris ou la maison à Reims, je m'organise en fonction de ces projets-là parce que bah, du coup, en plus, chaque projet a ses échéances et ses plannings, donc voilà, j'essaie de les accorder en fonction de ça et de me dédier à ça à chaque fois. Mais ouais, c'est dur de ne pas se disperser. Et moi j'ai une question parce que ça me vient, tu étais dans ton job à Paris et pourquoi tu t'es dit bah c'est le bon moment maintenant pour moi lancer ma boîte aussi en parallèle? Qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant et pas dans 2, 3 ans ou dans 10 ans? Surtout que seulement 24 ans, 4 ans d'expérience, tu vois, on aurait pu se dire oui bah j'attends la trentaine, je prends plus de bouteilles, tu sais les trucs bateaux qu'on entend. Non mais les trucs bateaux qu'on entend et qu'on a dû te dire. Bah bien sûr, oui. Tu m'as dit toi, on te l'a dit. Oui. Mais du coup, comment t'as balayé tout ça Eh ben, alors même si je fais des listes, des fois j'agis sur un découp de tête et je regrette pas. Je fonce. Et les deux sont compatibles. Liste et coup de tête. Oui, hein. C'est ça. En fait, il y a eu plein d'éléments déclencheurs dans ma vie personnelle et professionnelle qui ont fait que j'ai dû partir comme ça de Paris. J'ai vraiment un gros ras-le-bol. Parce que, en fait, déjà, il y a ce cliché, ce que je vous disais tout à l'heure, de se dire qu'il faut aller à Paris pour faire de l'édition, si on travaille à l'édition. Et c'est pour ça que j'y suis allée. Et bon, après, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de formations ailleurs qu'à Paris. Ça existe, hein, il y en a partout en France, mais voilà, à Paris, c'est là où il y en a le plus. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Et il y a eu les confinements. Donc, j'étais confinée dans un 25 mètres carrés, j'en avais un peu marre. Voilà, donc ça a joué. Et puis en fait, je souffrais de pas avoir mes projets. J'avais un manque de liberté personnelle et professionnelle que je ressentais un peu à tous les niveaux. Et que ce soit dans mon petit 25 mètres carrés que dans mon travail à Paris. Et en fait, au bout d'un moment, parce que quand même, même si j'étais 3 ans à Paris, je retournais régulièrement à Reims, parce que j'ai quand même toute ma famille et une bonne partie de mes amis à Reims. Donc au bout d'un moment, en fait, j'étais tous les week-ends à Reims. Et j'enviais en fait cette vie, parce que moi, la vie à Paris, ça m'a jamais convenu. Ça, voilà, mais c'est pareil, c'est personnel. Mais à Reims, j'aimais bien cette douceur de vivre
le rythme un peu plus, enfin carrément plus calme qu'à Paris. Et le fait que tout soit à côté, qu'on puisse se balader dans le centre-ville comme ça, je voulais habiter dans le centre-ville et avoir cette vie. En plus c'était l'été, et là je me suis dit bon, allez c'est bon. Et je suis partie, voilà, sur un coup de tête. Et j'ai trouvé mon appartement en une semaine, que j'ai toujours aujourd'hui, que j'adore. Et voilà, il y a tout qui s'est enchaîné, mais de manière très favorable, comme une évidence en fait. Voilà, tout était tracé. Et après, ça s'est enchaîné comme ça. Alors aussi, il faut savoir qu'à Paris, j'étais déjà en télétravail à 100%. Donc en fait, je me suis dit, mais pourquoi je peux faire mon travail partout. Donc ça, c'est aussi un avantage. C'est que l'édition, enfin, il y a des choses qu'on peut... Bon, s'il faut rencontrer des gens, tout ça, on rencontre beaucoup de gens, il faut être sur place, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire chez soi, partout où on veut. Donc ça, j'ai profité de ça aussi, d'être 100% en télétravail, et ça n'a pas changé en fait ma vie. Et je continue d'aller à Paris à peu près une fois par mois pour une réunion. Ouais, je vais te demander ton rythme, oui, tu vas vraiment pas beaucoup à Paris. Non. Toi, tu dois être contente. Oui. Pas À chaque fois que j'y vais, je râle, je reviens, j'en peux plus. Je reviens dans ma campagne en vrai, moi, ça Ouais, me fait ici. Ouais. Mais c'est chouette parce qu'en fait, de manière assez naturelle et spontanée, tu l'as dit, mais tu as viré en fait des limites. Déjà, il n'y a pas besoin d'être à Paris pour l'édition, finalement, ça peut se faire de partout. Et en même temps, moi, je sais que dans mon projet, j'ai envie de le faire en local parce que j'ai envie de voir aussi des gens, ce qui te manquait peut-être avoir plus de contact humain, voilà, de proximité. Et c'est de se dire, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que je suis le mieux? Et toi, ça a commencé par changer de ville, et c'est ce qui t'a amené après. T'avais déjà l'idée quand t'es revenue à Reims de créer ta propre maison d'édition ou c'est venu en même... Ouais. Enfin, ça a toujours été créer ma propre maison, Oui, ça a ça toujours été dans un coin de ma tête. Après, je savais pas trop où, quand, comment. Et en fait, dès que je me suis réinstallée à Reims, c'est que j'ai continué de fréquenter un peu le milieu culturel de Reims. Parce que c'est vrai que, si je ne l'ai pas dit, mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu-là. Et quand je retournais à Reims, j'avais envie de participer à ça, et pourtant il fallait que je prenne des distances, enfin j'y participais pas assez à mon goût. Et en fait, puis c'est là que je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein de gens qui créaient et qui avaient envie de faire des choses. Et dès que je me suis réinstallée à Reims, tout le monde me disait pourquoi tu crées pas ta maison? Enfin voilà, c'était une évidence. Voilà. Et je me suis dit bon bah c'est vrai, je vais commencer à me renseigner. Et en fait j'ai commencé par contacter tous les représentants, on va dire, du milieu du livre en fait dans la région. Donc il y a des gens qui travaillent à la région, à la DRAC, qui sont mission livre et tout ça. Enfin, j'ai commencé par plein de rendez-vous professionnels comme ça, juste pour me renseigner. Et puis pareil, les incubateurs, tout ça, j'ai fait le tour de tout ce qui existait dans le coin. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à construire mon projet et à voir ce qui était possible et que c'était possible. Et c'est intéressant parce que tu vois, cette phase finalement d'avant, on en parle très peu, voire pas. Parfois, on l'oublie même parce qu'on se dit, bah non, mais il faut aussi être tout de suite dans l'action. Et en fait, moi, je pense que la phase d'introspection, elle est déjà nécessaire. Ouais. Et c'est de l'action. C'est de l'action. Ouais, c'est ça. Et tous ces rendez-vous aussi sont de l'action. Et sans ces rendez-vous, finalement, tu te serais peut-être pas lancé tout de suite parce que tu te serais peut-être dit, bah, c'est trop tôt, j'en sais rien. Enfin, mais de rencontrer un monde sans limite aussi, parce que tu as dû rencontrer tous les âges, tous les types de profils, tous les types d'entreprises, et ça te permet de te dire, mais en fait, pourquoi pas moi? C'est possible, ouais. Et puis, en fait, les gens qui travaillent dans le livre m'ont dit, mais oui, il y a quasiment rien, le marché est libre, enfin, on serait super content d'avoir à nouveau, parce que dans le passé, il y a eu des maisons un peu dynamiques à Reims, des maisons d'édition à Reims, mais là, ça n'existe plus, alors ils sont assez demandeurs aussi, donc je me dis, bon, c'est plutôt bon signe. Et puis après, tout le monde donne son avis aussi, parce que comme on est en demande, cette période-là, on est en demande de conseils, et qu'on se construit comme ça notre projet, en fait tout le monde dit son avis. Et après c'est à nous, et ça c'était pas facile, de prendre toutes les infos et de dire bon bah il y a ça, et c'est à nous de prendre la décision finale. Oui. Mais en même temps c'est génial parce qu'on est vraiment maîtresse de notre projet. Et
donc c'est voilà, on m'a un peu dit tout et son contraire sur le choix, voilà. La classique, hein. Oui. Et puis là, je suis encore en train de tester des choses, hein, parce que voilà, j'ai pris des décisions, mais des fois je me dis mince, c'était pas la bonne. Et parfois on me dit c'était pas la bonne, et parfois on me dit c'est super, c'est ce qu'il fallait faire. Donc là maintenant, c'est l'expérience qui me donne des réponses. Voilà. Et ça, je pense que c'est, tu vois, un peu une idée reçue de l'entrepreneuriat. C'est que c'est pas une fois que tu as lancé ton activité ou que tu as créé ton business, ça y est, ça roule en fait. Le monde de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est l'idée fausse qui circule sur les montagnes russes, ou le fait que c'est qu'en fait c'est vivant. Et que c'est toujours tous les jours, c'est des prises de décision, c'est des choix, mais après, c'est pas dramatique, puisque de toute façon, une décision, un choix, il y a toujours un plan. On peut toujours en fait moduler. Si c'était pas le bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme en fait, c'est comme ça. Et, oui. Et c'est en expérimentant en fait qu'on apprend et qu'on voit où on veut aller, comment c'est le meilleur de travailler. C'est bien d'analyser toutes les options comme tu as pu faire, mais finalement, tu as fait l'action aussi pour. Oui, il faut le faire pour découler une action. Et puis, comme tu dis, de toute façon, tu as un chemin. Et puis, je pense que. Moi, maintenant, je ne vois plus comme des montagnes russes, mais vraiment un chemin avec plutôt des virages. Quoi. C'est un virage, puis tu reviens sur ton droit chemin, on va dire, peut-être. Mais... Ouais, ou tu bifurques parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est très. On peut faire une approche. C'est proche de l'édition dans le sens où ça évolue très vite. Tu vois, aujourd'hui, l'édition doit faire face quand même à. Même si le livre papier, apparemment, de ce que j'en ai cru voir, je ne suis pas une spécialiste, est un peu revenu avec la Covid, etc. Et que du coup, il y a eu un réessor. Alors qu'avant, on était plutôt dans le déclin. Aujourd'hui, il y a le livre numérique, il y a le livre audio, le livre papier, il y a l'édition classique, la grande, les maisons indépendantes, il y a l'auto-édition. Vous devez faire quand même aujourd'hui face à un truc en mouvement. Mais finalement, le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Oui, et puis j'ajoute aussi que le métier d'éditeur et d'éditrice, c'est tout le temps des prises de risques et on ne sait jamais en fait. On aura beau avoir un succès sur un livre, le prochain on ne sait pas du tout. Ça peut être tout l'un tout l'autre tout le temps. Et oui, c'est tout le temps en mouvement et on doit tout le temps s'adapter aux nouvelles tendances, à plein de choses en fait, à plein de paramètres qui font que voilà, ça change tout le temps. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Et ce que j'aime aussi, c'est que tout n'est pas fixe. Enfin, rien dans la vie n'est fixe. Je veux dire, on est tout le temps, c'est tout le temps du challenge. Et tu as eu des freins au début ou même encore aujourd'hui? Oui. Parce qu'il y a les freins de l'entrepreneuriat et puis il y a les freins de l'édition aussi, parce que c'est un... si j'ai bien compris des échanges qu'on a eu un peu avant off, l'édition est quand même un milieu, tu le disais, risqué, parce que t'as de l'avancement, t'as des frais, t'as des choses avant, en amont. C'est pas un métier où tu peux dire, comme nous par exemple en coaching, où on peut lancer tout de suite une offre d'accompagnement et on sait qu'on va rentrer quelque chose sans forcément dépenser. Nous en fait c'est ça, c'est pour ça aussi je parle de risque, c'est qu'il y a un risque financier constant. Parce que du coup, il existe 3 grands types d'édition. Il y a l'auto-édition, donc ça c'est l'auteur, l'autrice qui auto-publie et finance du coup son texte via des plateformes, via plein de choses. Il y a l'édition à compte d'auteur, donc ça c'est une entreprise qui se dit maison d'édition pour en fait, donc il publie le livre, mais qui demande une participation de l'auteur. Ok. Voilà. Et l'édition à compte d'éditeur, donc moi c'est ce que je fais. Et là, en fait, c'est nous qui avançons tous les frais de fabrication. Donc régulièrement, on vient me voir en me disant oui, j'ai écrit un texte, c'est combien? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, voilà, moi je suis une sorte de mécène, mais en même temps, c'est moi qui coordonne et qui, comme je disais, un peu la chef du projet éditorial. C'est pour ça que souvent je dis projet éditorial et pas livre, parce que le livre, c'est vraiment le résultat final. Donc je mène à bien un projet et j'en avance évidemment tous les frais
de fabrication, enfin de tout en fait, c'est même pas que la fabrication, il y a la participation au salon après, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui rentrent en compte dans les coûts aussi de l'entreprise et tout ça. Mais en même temps, voilà, c'est à chaque fois un pari. Un livre, c'est un pari. On décide que ce livre-là, ça va fonctionner, ça va plaire aux gens, et du coup, on met tous les moyens pour y arriver, mais c'est aussi les moyens humains, tous les efforts, l'énergie qu'on y met, et c'est pour ça que c'est essentiel, parce que quand on se donne à fond comme ça sur un projet éditorial, et qu'on a envie de le défendre, ben, on peut que... Parce que moi j'avais peur de ça aussi, parce que j'ai aucune compétence en... Avant, j'avais aucune compétence C'est repris là, oui. En marketing et en commercialisation. Et là, pour le coup, j'ai dû apprendre à vendre mon livre, le livre que je publie, que j'ai édité. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est déjà autant investi dans un projet et qu'on est passionné, c'est facile en fait d'en parler et de donner envie aux gens de découvrir. Donc voilà, ça fait partie du métier, le risque financier. J'aime bien parce que c'est vraiment rapproché, encore une fois, de l'entrepreneuriat, parce que... Je ne sais pas vendre, mais ne vends pas, parle de ton projet. Ouais, ça on a tellement... Parle avec ton cœur, et c'est exactement pareil. Il faut se faire confiance. Et le risque, tu vois, le risque... Alors, il n'est pas forcément toujours financier, mais même quand tu lances un produit, là on a entendu produit fini à la fin, mais quand tu te lances dans le projet, quand tu lances un service, quand tu lances un accompagnement, peu importe le métier que tu fais, de toute façon il y a toujours ce truc de est-ce que ça va marcher ou pas, mais parce qu'à un moment donné, comme tu dis, s'il y a les tripes, si on y croit, si c'est ce qui fait aussi que ça va marcher ou que ça va pas marcher, je ne laisse pas la possibilité que ça ne marche pas. non, en fait, c'est pas une option, j'y crois tellement que... Et c'est chouette parce que, d'ailleurs, tu l'as dit, mon livre, mais on sent le partenariat en fait. Hein, c'est pour ça qu'on dit ça. Finalement, quelqu'un qui voudrait travailler seul, faut mieux qu'il s'auto-édite parce que sinon il va toujours devoir co-créer finalement. Voilà, et c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi aux auteurs, c'est que, en fait, c'est pas, je dévalorise pas l'auto-édition en disant, voilà, non, pas du tout, et c'est juste, ça dépend des objectifs en fait, de la personne, enfin de l'auteur. Si l'auteur il a envie juste de transformer son texte en objet, en fait, et qu'il a en plus envie d'avoir un peu les pleins pouvoirs sur le livre, qui est maître de décision, on va dire, de choix éditoriaux, et oui, l'auto-édition c'est fait pour lui ou elle, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il a envie d'être accompagné, parce que moi ce que je fais c'est vraiment un travail c'est de la collaboration, et voilà, il y a ce cliché aussi de dire le texte, vous touchez pas mon texte et vous le... moi je fais pas... Sinon je ferais de l'auto-édition ou je ferais payer les auteurs, je ferais comme les... Oui, toi tu vas revenir sur le texte si tu penses qu'il faut revenir sur certaines choses. Voilà, c'est un dialogue permanent en fait sur le texte avec l'auteur. Et finalement tu as toutes les casquettes que tu me disais de toutes les personnes, c'est toi réunie dans une personne. Ça me fait penser, et dans ta vision, on aime bien parler aussi justement de vision. Dans ta vision entrepreneuriale, est-ce que tu te vois continuer toujours toute seule ou est-ce que tu aimerais quand même que ta maison d'édition indépendante s'agrandisse et une équipe, que tu aies des collaborateurs? Une personne dédiée pour chaque personne. Dans l'idéal, oui, ce serait chouette d'avoir une vraie équipe. Après, là, j'essaye déjà de me constituer une équipe, même avec les gens qui ne sont pas salariés ou quoi, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de prestataires. Je trouve ça génial. Je nous vois déjà comme une équipe. Okay. Mais par contre, là en fait, je me suis posé la question très récemment, là, parce que j'ai beaucoup de demandes de stage. Oui. Donc, forcément, je me pose la question. Et en fait, j'ai une amie qui travaille aussi, qui a monté sa maison d'édition au Havre. Elle, c'est plus de romans graphiques, tout ça, des BD. Et elle me dit, mais prends une stagiaire, vas-y, c'est super, tu verras. Et puis c'est vrai que sa stagiaire, elle est super, et puis elle est très investie, et puis elle travaille bien ensemble. Mais en fait, moi, pour l'instant, je me sens pas trop capable. Alors après, c'est une question de... Comment dire
je me sens pas... déjà pour l'entreprise actuellement, pour moi, elle est pas assez... Il n'y a pas assez c'est pas assez développé en fait pour qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Il n'y a pas assez de... Déjà, il n'y a pas assez de choses à faire, enfin, même s'il y a beaucoup de trucs à faire. Il n'y a pas assez de choses à faire que je puisse déléguer comme ça. Et puis, j'ai pas de local, donc d'accueillir chez moi, c'est pas non plus si optimal, parce que je ne vis pas seule, donc je ne vais pas imposer quelqu'un tout le temps. Après, on peut se voir dans les cafés, tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, enfin, moi j'essaie de me mettre à la place aussi de quand j'étais stagiaire et que je voulais acquérir de l'expérience et voir comment ça se passe. Et bah, en fait, c'est mieux d'être avec la personne tous les jours, parce que si jamais en télétravail, ce sera pas très enrichissant, je pense, pour la personne. Donc là, pour l'instant, je me sens pas trop de faire ça. Mais ouais, plus tard, j'aimerais bien pouvoir, quand il y aura plus de livres au catalogue, que peut-être que je me serai installée, je ne sais pas où j'aurai au moins chez moi une pièce dédiée. Ça, j'ai pensé à faire ça aussi. Un vrai bureau, parce que pour l'instant, je travaille dans mon salon. Enfin, j'ai un bureau dans mon salon, c'est très bien. Mais pouvoir accueillir des gens, puis des auteurs et tout ça, c'est bien. Enfin, ce serait bien. Parce que les cafés, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, quand on travaille longtemps avec quelqu'un, c'est bien aussi d'avoir un vrai bureau. Donc voilà, j'attends. Et puis aussi de participer à plus d'événements, parce que là, je commence à participer à des événements, mais je vois que ça vient aussi avec l'expérience. Il y a un tel... Il y a des choses, on a beau chercher, on ne connaîtra pas si on ne parle pas avec des bonnes personnes. Donc là, je vais essayer de m'inscrire dans plus de projets aussi humains. Même avec des classes, tout ça, le côté un peu plus pédagogue, tout ça, pédagogie, j'aime bien. Voilà, donc quand il y aura déjà plus comment dire, pas d'animation, mais voilà, de projets aussi, ce serait bien aussi d'avoir quelqu'un, je pense, mais pour l'instant... C'est des pour l'instant, projets. c'est bien toute seule. Non, mais ce qui est bien, c'est... Ouais. Mais c'est cette vision, en fait, parce que moi, je trouve que ce qui nous nourrit, en fait, c'est cette vision. Et pour accompagner beaucoup de personnes, je me rends compte que quand on a une vision à court terme, en fait, on ne porte pas nos projets aussi loin, aussi fort, en tout cas notre entreprise, que quand on a une vision à long terme, même si aujourd'hui, finalement, le mot vision n'est peut-être pas bon pour toi, c'est plus peut-être, tu l'as dit, un idéal, une envie, un rêve. Oui. Mais finalement, c'est ça aussi qui porte et qui va faire que tu vas faire certains choix. Et si on ne reconnaît pas ce rêve, cette vision, cette ambition, mettez le mot qui vous convient, parce que pour moi, c'est de l'ambition, et ben tu ne vas pas faire les mêmes choses en place. Tu vois, là, tu le dis, tu as envie, quand même, ça se ressent, enfin moi je trouve, que tu as envie de prendre quelqu'un, d'avoir une équipe, et tu es déjà dans l'imagination de comment je vais faire aussi pour le dynamiser, pour accueillir quelqu'un. Oui, c'est ça. Si tu n'avais même pas cette vision, tu mettrais peut-être pas en place ces actions. Ça. Et c'est là où je trouve ça porteur, et après, c'est de justement se dire, mon rêve peut être une vision, qui peut devenir une ambition, et comment je le concrétise. Et après, quand on s'en fout, entre guillemets, mais l'idée c'est est-ce que déjà j'ai envie de le concrétiser. Oui, ça donne un but, et c'est vrai que si je sais que je vais dans cette direction-là, je sais que au quotidien je vais mettre en place au fur et à mesure des actions pour y arriver. Et même dans les projets, je pense que du coup tu vas pouvoir t'autoriser à prendre des projets en te disant oui, parce que j'ai dans l'idée que je peux prendre maintenant des stagiaires ou que je peux avoir une équipe, donc je peux prendre ce projet qui toute seule est peut-être un peu plus gros, ou en parallèle je peux en prendre deux alors qu'avant j'en prenais qu'un à la fois. Et puis tu raisonnes déjà comme ça, puisque tu dis que finalement toutes les personnes avec qui tu travailles aujourd'hui, c'est ton équipe. Oui, c'est ça. Donc finalement, elle est là le début de l'équipe. Mais j'aime bien aussi cette idée. Je trouve qu'on est trop fermé dans l'entrepreneuriat, en tout cas tel qu'on nous l'a vendu pendant des années, de si tu veux te développer, il faut tes salariés. Oui, non, pas forcément. Voilà, et aujourd'hui, je suis pas sûre qu'à notre époque, en plus, ce soit vraiment la voie. En tout cas, je pense pas que ce soit la seule voie. Et on voit que déjà aujourd'hui, tu as une équipe. Et oui, vous travaillez ensemble en fait. C'est pas l'un pour l'autre, mais c'est ensemble, et c'est grâce à l'équipe que tu as créée, parce que c'est comme toi qui as l'initiative de cette équipe. Tu rassembles, tu l'as dit, t'aimes bien accueillir, rassembler, je pense que ça va ensemble. T'as peut-être choisi le mot accueilli parce qu'on t'a accueilli, mais toi t'accueilles. Oui. Tu vois aussi, t'es beaucoup dans l'accueil. Et du coup, ça donne en fait aussi cette ouverture et cette possibilité que j'aimerais transmettre à toutes les personnes qui nous regardent de faire comme tu as fait peut-être au début, tu vois, sous forme de liste ou pas, mais vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Et ouais, peut-être que j'ai une vision grande et que, mais par contre, prendre des salariés,
bah, je me sens pas légitime ou ça me fait peur mais je peux quand même réaliser ma mission. J'ai jamais fait ça aussi pour l'instant. Bah oui. Et c'est vrai que peut-être que j'ai un peu plus l'habitude de diriger des projets, mais des personnes, c'est vrai que ça c'est. Enfin, j'ai l'habitude de dire, par exemple, l'imprimeur, c'est des compétences que j'ai pas, et voilà, il va faire son travail. Et moi, c'est moi qui dois dire, bon, bah, plus ça, plus ça. Enfin, voilà, qui prend les décisions. Mais quelqu'un qui fait le même travail que moi et qui m'assiste, enfin, voilà, qui m'aide en tout cas, et ben ça, j'ai jamais fait. Et je sais que, en fait, je me mets beaucoup à la place de la personne qui, on va dire, va faire son stage chez moi, et je me dis, bon bah si j'étais cette personne, qu'est-ce que j'aurais envie en fait d'apprendre et de voir, de faire. Et voilà, et je sais que en plus dans l'édition, c'est pas facile de trouver des stages et du travail. Et moi j'ai eu cette chance à un moment donné de pouvoir faire un stage de 2 mois pas payé. Mais bon voilà, c'est l'expérience qui est précieuse dans ce moment-là. Mais donc c'était chez Hachette Éducation. Et même si c'était une grosse maison, que ça m'a pas plu, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le côté grosse entreprise et tout ça, j'ai quand même appris les bases de mon métier à ce moment-là. Et s'il n'y avait pas une personne qui m'avait fait confiance, donc l'éditrice à ce moment-là, et qui m'avait donné cette chance, et ben en fait, j'aurais jamais pu apprendre. Et voilà, donc j'aimerais bien pouvoir être cette personne aussi. Qui donne la chance. Voilà. Ouais, tu le sauras peut-être pas là effectivement maintenant, mais je pense que tu seras cette personne. Et puis, tu as cette envie de bien faire et de bien transmettre tout ce que tu sais, toutes tes compétences. Et je pense qu'au moment où ce sera le meilleur pour toi, ça va aller comme sur des roulettes. Oui. Donc, ça, il y a... Et voilà, j'essaie de faire confiance aussi à l'avenir en me disant si j'ai pu faire ça aussi l'année dernière où d'un seul coup tout s'est ouvert à moi et puis j'ai pu réaliser les choses de manière concrète et tout ça, enfin du moins d'être sur les rails parce que bon tout n'était pas fait dès que... Mais je me dis ça peut recommencer et puis voilà je pense il faut essayer de se dire bon voilà je vais mettre en place au fur et à mesure les choses pour que ça se fasse, mais il faut aussi une part de lâcher prise en se disant oui voilà faut que je fasse confiance aussi et en se disant bon bah là je peux pas non plus être au contrôle de tout. Tout faire pour que ça se passe bien, mais voilà. Ouais, c'est un juste milieu à trouver. Je suis assez d'accord entre vraiment qu'est-ce que je mets en place comme action et en même temps ma part de je lâche prise et je fais confiance, et parce que de toute façon je mets des actions en place, ça va fonctionner. Ouais. Et lâcher parfois un peu des fois le quand et le comment, et se dire bah voilà, comme tu l'as dit, je me lance, je suis sur les rails, bah j'avance et puis je vais finir par m'arrêter. Moi j'aime beaucoup dire aussi se laisser surprendre par peut-être un arrêt à une gare qui n'était pas prévu mais qui va être source d'opportunités. Moi je pense que dans l'entrepreneuriat il faut être ouvert et vraiment aux possibilités, aux opportunités, à tout ce qui peut arriver, parce que justement si on est trop dans le contrôle, trop la tête dans le guidon, on peut louper des choses et pas voir, parce qu'on a besoin de beaucoup de prise de recul, et je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans l'entrepreneuriat parfois. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire en sorte de s'assurer régulièrement, c'est de prendre ce recul et de se dire bah attends, est-ce que je suis toujours là où j'ai envie d'aller, est-ce que je le fais toujours de la manière qui me correspond, est-ce que je me sens bien, est-ce que et dire mais voilà, peut-être que là ça marche pas comme je veux, mais si je lâche et que je continue d'avancer, bah ça va se réaligner et finalement ça arrive comme ça arrivait comme ça. Ça devait tout seul. Tout seul, oui et non, parce qu'en fait, c'est ce côté comme quand on dit j'ai la chance. Moi, j'aime bien cette notion. Et en même temps, tu as la chance parce que tu as été toqué à une porte qui t'a amené à être éditrice. Les conditions pour que ça se passe. Mais après, voilà, on a quand même une part pas de hasard, mais parce que le hasard n'existe pas. Mais vraiment de chance, ou je sais pas. Mais ouais, je pense c'est quand même. Parce que souvent, on me dit mais non, mais t'as pas de la chance, t'as travaillé, t'as fait en sorte que ça arrive et tout ça. Puis c'est vrai, quand on fait de toute façon notre possible, c'est tout ce qu'on peut, ça peut que bien fonctionner d'une certaine façon. Après c'est souvent pas comme on l'aurait voulu, mais c'est parfois aussi ce qui est bien, voilà. Comme tu disais, rencontrer des gens, puis voilà, l'échange humain, dialoguer, même avec des gens qu'on connaît pas, tout ça c'est toujours super enrichissant, et c'est bien d'avoir un recul sur ce qu'on fait, surtout quand on est...
fait les choses beaucoup soi-même. Bah, disons que toi, tu cumules deux trucs. En fait, l'entrepreneuriat, c'est déjà un métier aux multiples casquettes. Et L'édition. du coup, l'édition est aussi un profil multicasquette. Alors, du coup, tu as un nombre de casquettes. Beaucoup de multiples. Et est-ce que tu as un mantra ou je sais pas, quelque chose qui te guide justement dans ta vie en général ou en ce moment? J'en ai plusieurs des bons travail, je suis en train de choisir. Après, Tu partagez prends ce les qui- moments. Mais je dirais en ce moment, bah ouais, c'est un peu ça, parce que je fais beaucoup de yoga, ça m'aide vachement. Et justement, je travaille aussi sur les mantras et souvent je me dis en ce moment, reste, comment dire, accepte, accueille. souvent. Accueil. Accueil. Et on revient. Accueille et fais confiance. Enfin, je dirais que c'est ça. Accueil et fais confiance. Ça sera le titre. Ouais. Accueil et fais De confiance. développement personnel. C'est chouette. Mm. Et, Génial. On va bientôt clôturer. Ouais. On pose quand même la question de conseil. tu peux poser cette Ouais. question. Sur autre chose. Si t'avais, on a encore deux petites questions parce qu'on va bientôt clôturer. Ouais. Ça va faire 1 heure qu'on va pas quand même. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat et dans le domaine de l'édition, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, je dirais dans tous les cas, ça résume un peu tout ce que je disais, mais dans tous les cas, c'est possible. Et ne pas hésiter à parler avec plein de gens, être ouvert et puis en fait se renseigner, mais aussi agir. Et ça peut être des petites actions, c'est pas forcément tout de suite des gros objectifs. Voilà, moi j'ai pas publié un livre tout de suite, mais disons qu'avant ça, en fait, par exemple, j'ai posté un truc sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être des petites choses comme Ah, ça, j'aime bien ça. qui donnent, c'est même pas l'impression, mais qui donnent une sensation de satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Et petit à petit, en fait, c'est en faisant plein de petites actions comme ça qu'on arrive à l'objectif rêvé. Donc voilà, pas hésiter à faire des petites choses et à parler aux autres. Chaque pas est important, par exemple. Il n'y a pas de Ouais. petites actions ou même le plus, l'addition. Voilà, j'ai du mal à parler. Voilà. L'addition de plein de petites actions fait que, comme tu dis, tu arrives à ton objectif, gros, petit, moyen, tu avances en fait. Ça aide à pas trop se décourager, parce qu'il y a un moment vraiment où on est découragé. Donc de faire des petites choses qui ont du sens, ça aide à garder confiance. Parce qu'en fait, ce qui fait ça, en fait, c'est que on est en fait dans le cerveau, lui, on est dans notre projection, on attend toi par exemple la publication du livre. Oui. Mais si tu attends la publication du livre pour célébrer, pour te dire waouh, ça y est, c'est fait, vu que ça prend 6 mois, 1 an, je sais pas combien de temps exactement, je pense que ça dépend des projets, mais comme ça prend au moins 6 mois, 1 an, je pense, le cerveau il va se décourager, comme tu dis, parce qu'en fait c'est long. T'as l'impression un peu de faire plein de choses dans le vent. Oui. Et si en plus t'attends pour communiquer, pour parler, comme tu disais aux gens, pour dire que la sortie du livre, ouais, c'est hyper décourageant. En plus, tu perds du temps parce que ça veut dire que le livre il n'est pas attendu, etc. Enfin, mais ça, c'est du marketing. Mais je trouve ça génial de pouvoir dire, mais n'attends pas que ce soit concret pour commencer à en parler ou même à poster sur les réseaux. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui va rendre les choses concrètes, c'est ça qui va te motiver, qui va te permettre de dire, voilà, une action après l'une, j'avance vers cet objectif final. Et juste petite question, comment tu as vécu, du coup, la publication de ton premier livre? C'est vrai, trop bonne question. Parce que justement, j'allais dire, même après la publication du livre, Il reste encore plein d'étapes, bah oui. Ouais, Mais quand même, tu as le livre entre les mains. Oui, alors déjà, oui, c'est déjà un accomplissement. Et en fait, bizarrement, j'ai eu du mal à me réjouir. Parce qu'une fois qu'on a atteint un gros objectif qu'on s'était fixé, il y a toujours ce truc de... voilà, c'est fait, on réalise pas trop. Et moi, j'ai eu du mal à me réjouir, à célébrer ça. Maintenant, ça va, je réalise et j'en suis très très contente. J'étais émue. Mais émue pas à des moments où je m'attendais. Bizarrement, quand je l'ai eu entre les mains, j'étais un petit peu stoïque. Ok, bon. Mais, par contre, quand je suis rentrée dans l'imprimerie et que j'ai vu la couverture en train de s'imprimer, là j'ai cru que j'allais pleurer. Voilà, donc c'est bon.
Mais en fait, voilà, je vois aussi tout ce qui reste à faire pour défendre le livre et tout ça. Et puis, en fait, je suis déjà sur le suivant. Donc, en fait, pour que le suivant puisse en fait, exister en tant qu'objet livre, il y a un tas de choses à faire avant. Enfin, voilà, notamment financièrement et tout ça. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais j'essaie de ne pas me décourager, pas de voir le haut de la montagne. Mais ouais, de me dire... c'est déjà énorme. Le livre existe et même si le prochain il peut pas sortir avant, je sais pas, 1 an, j'espère pas, mais longtemps, et il y a celui-là qui existe et puis en fait une maison d'édition c'est ça aussi, c'est pas que un enchaînement de publications. C'est des livres qu'on fait vivre sur le long terme. Donc ce livre en fait, moi je me dis c'est pas grave, je peux prendre des années à le proposer, à en parler aux gens, à le vendre. Enfin, voilà, sa vie n'est pas finie, c'est que le début. Donc même s'il est là et que le reste ne fonctionne pas, et qu'au pire des cas, tu vois toujours le pire des cas pour me dire voilà ce qui peut se passer, il sera là et c'est déjà super. Donc voilà, il faut que j'apprenne à me réjouir. Il faut que tu fasses une position de yoga avec le livre pour ancrer. Tu sais que c'est déjà déjà ça. Et puis c'est important de se réjouir, de dire j'ai accompli ça, je peux être contente maintenant et j'ai le droit en fait d'être contente. Oui, mais carrément. Et d'être fière. Tu peux sauter de joie, tu peux être fière, tu peux crier au monde entier que tu l'as fait, même si ça s'arrête pas là et que ça va continuer. Ça va jamais le contraire. On est, c'est vraiment waouh, je l'ai fait. Des fans de la célébration à n'importe quelle étape, à toutes les étapes, on célèbre et c'est bien. Et c'est ça qui nous qui drive aussi. Et c'est hyper important. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de petites étapes, c'est que toutes les étapes sont importantes. Et alors oui, ça peut pas paraître petit, mais c'est waouh, on l'a fait déjà. Et hop, on fait. Et après, il y a les plus grandes célébrations. Oui, parce qu'un projet, c'est pas que un produit. C'est ça. En l'occurrence, le livre, c'est tout un ensemble de choses. Et même la maison d'édition, elle existait bien avant cette création officielle. Et puis la publication du premier livre aussi, surtout. Donc, on mettra en dessous dans le descriptif du coup ton premier livre. Tous les liens très tous les liens, le lien Instagram aussi, on peut te suivre. C'est hyper intéressant aussi justement de connaître ce monde de l'édition et puis peut-être qu'on a des futures autrices parmi nous. Carrément. Au-delà de moi. N'hésitez pas à vous manifester surtout. Mais elle le sait, j'en ai déjà parlé en off. Donc oui, bon tout le temps. Vous avez anticipé. Non mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi j'ai un projet de livre depuis longtemps. Depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours écrit et j'ai toujours voulu écrire un livre, mais comme je ne savais pas de quoi, ou tu sais, ça partait dans tous les sens. Maintenant, je sais. Mais ça reste quand même un truc genre, t'es qui pour écrire un livre, puis t'as pas le temps, c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Enfin, aujourd'hui, il y a tout ça qui est dans ma tête. Mais il y a quand même cette envie très profonde. Et quand je parlais tout à l'heure de se laisser ouvert, je rencontre de plus en plus de gens qui sont dans ce milieu, que ce soit des auteurs qui ont été publiés, que ce soit toi, que ce soit des coachs spécialisés en édition, ou comme par hasard, là je tombe sur quelqu'un qui a déjà été publié, qui fait quelque chose justement, un atelier sur des conseils d'autopublication, là c'est sur l'autopublication, même si après elle a été... Et je me dis, c'est peut-être aussi parce que c'est le moment, et si je me laisse pas ouvert à ça, mon truc il reste dans un coin, il verra jamais le jour, je vais être frustrée. Dans les notes du téléphone, il y a plein de notes. Il y a plein de notes. Important, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent et qui en fait ne savent pas quoi faire vraiment de leur texte après. Et en fait, nous, auditeurs, on est là pour ça, c'est de donner un sens en fait au texte, un objectif final, de se dire en fait où est-ce que ça c'est important en tant qu'auteur, si vous êtes auteur, autrice, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon texte, à qui j'ai envie de le proposer et voilà. Peut-être qu'on fera, si c'est un truc qui te dit, je le lance là comme ça, face cam, mais pourquoi pas faire une masterclass un jour sur justement, pas de classe, parce que c'est notre part de parler, sur l'édition, parce que je pense qu'on a beaucoup de... pour le savoir, actuellement je fais le programme Gift a Life, donc j'ai une douzaine de femmes que j'accompagne, et tu vois, rien que dedans, j'en ai 3, plus moi si je me compte 4, qui aimeraient, et je me dis, ça peut être intéressant de faire quelque chose là-dessus.
Affaire à voilà, suivre. avec plaisir. Mais Génial. c'est hyper passionnant de se dire, voilà, si vous avez des rêves, je pense que les rêves, ils sont pas là par hasard. Alice, sauf si elle ne me l'a pas dit, mais je ne pense pas qu'elle ait le rêve de publier un livre, en tout cas pour le moment, sauf si elle ne me l'a pas dit. Non, parce que je sais pas du tout quoi faire, mais pourquoi pas un jour hein, j'écrirai un livre. Mais tu vois, alors Si, j'aimerais que, bien, alors mon que nom sur la finalement, couverture. voilà, alors ton nom, bah, tu la mettras si tu veux. Ah, je viens. Mais c'est, moi je l'ai depuis que je suis petite et je me dis, je pense pas qu'on ait des rêves, tu vois, la maison d'édition, tu l'as aussi, enfin t'as fait des études, l'édition, c'est voilà. Bah, je pense pas qu'on a des rêves par hasard et si on n'a pas tous les mêmes rêves, c'est quand même qu'il y a un truc derrière ça. Ouais, puis c'est instinctif. Ouais. Il faut écouter son intuition et ses envies. C'est important. Complètement. Mais grâce à toi, j'ai compris un truc, tu vois, de nos échanges off et de là, c'est que dans le livre, en tout cas pour que mon livre voit le jour un jour, bref. Mais comme dans toute entreprise finalement, et je le relis à l'entrepreneuriat, vouloir faire toujours tout seul, c'est énergivore, c'est prendre du temps pour rien, c'est faire en sorte que peut-être ça ne voit pas le jour. Alors que finalement, quand on se fait accompagner, quand on s'entoure, quand on en parle, comme tu l'as beaucoup dit, s'ouvrent à nous des pistes, des choix, des voies. Et peut-être qu'en fait, c'est ça, c'est que moi je pense, parce qu'avec AS, on l'a remarqué, et en fait, nous, on n'est pas faites pour... c'est pas notre truc de faire les choses seules. On aime être entouré, on aime être accompagné, on aime accueillir, on aime partager. Et en fait, c'est peut-être ça la clé aussi, de se dire, moi j'ai les textes, j'ai l'écrit. Et puis après, je vais voir quelqu'un qui va me dire quoi en faire et qui va trouver comment relier les choses entre elles. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, vous avez peut-être une envie, une idée, vous avez peut-être besoin justement d'aller en parler. Comme tu l'as fait à plein de personnes, des personnes dans l'activité, des personnes dans le monde de l'entrepreneuriat, à tout le monde. Et d'avoir tout un retour et d'ouvrir le champ, quoi. Ouais. Puis des fois, on est seul un peu avec ses idées et Ouais. d'oser en parler aux autres, ça aide déjà à se motiver parce que moi, quand j'ai parlé de mon projet, il y a des gens qui... Des fois, j'étais démoralisée et j'avais pas envie d'aller au rendez-vous. J'étais là, non. Et j'y vais et en fait, ça me redonne un coup de boost. Et puis des fois, à l'inverse, mais c'est aussi très intéressant, des gens qui te découragent. Ça peut arriver. Mais les gens qui découragent, mais en même temps qui donnent des réalités et pas forcément des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. On se dit, ah ouais, en fait, mince, j'ai pas pensé à ce problème, et ben du coup, je vais y réfléchir, et voilà. Et puis en fait, on trouve des solutions, et c'est comme ça qu'on avance. Et même si on fait pas de choses concrètes, même je pensais dans la tête, en fait. Ça, on dit souvent aux auteurs aussi, même si vous n'écrivez pas, des fois, il faut laisser infuser les idées, et en fait, ça se construit quand même dans l'inconscient. Donc voilà, c'est pas du temps perdu d'en parler aux autres. Oh, chouette. Nickel. On finit sur notre dernière question mutuelle et après on clôture vraiment parce que... On va être à 1h15 là. On a une question pareille qu'on pose à chaque fin d'interview. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat féminin? C'est notre credo. Ce que j'aimerais changer, en fait, je sais pas si c'est un truc que... Enfin, je sais pas comment changer et tout ça, mais c'est parfois la vision qu'on peut avoir. À titre personnel, moi, ce dont je souffre le plus en étant une femme entrepreneuse, c'est de devoir tout le temps justifier, prouver mon professionnalisme. Donc ça, c'est... Et puis en plus, en étant assez jeune, c'est encore plus dur. Donc ça, j'aimerais bien que ça bouge. Donc comment, je ne sais pas. J'essaye, moi je fais des vidéos pour montrer ce que mon métier et tout ça, montrer que je suis professionnelle. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était le cas pour beaucoup de femmes en fait, de tous les secteurs, de tous les Légitimité. Ça revient beaucoup, ça revient beaucoup, oui. Dans notre podcast qu'on a fait il y a une semaine, tout pile, c'était revenu beaucoup. Voilà. Mais parce qu'il y a un double sujet en fait. Effectivement, à l'extérieur, il faut beaucoup de gens vont nous demander de prouver parce qu'on est une femme en quoi on est plus capable ou autant capable. Et à l'intérieur et l'âge, en France c'est pareil, c'est parce que l'expertise s'acquiert par l'âge, ce qui est un peu débile parce qu'en fait, si personne te donne la possibilité ou si toi tu donnes pas la possibilité d'avoir de l'expérience, même avec de l'âge, tu n'as toujours pas d'expérience. Bref. Mais c'est aussi et beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire que finalement, on ne prouve les choses que parce qu'on pense qu'on doit les prouver.
Et quand on comprend que finalement on n'a rien à prouver, c'est beaucoup plus fluide parce qu'on arrête de se battre et qu'on est dans quelque chose de je fais ce que je sais faire, j'acquiers de l'expérience et j'avance avec mon expérience et on s'enlève une pression de dingue parce qu'en fait on n'a pas besoin d'être légitime, on a besoin de se sentir légitime. Ça, il n'y a que Ça nous change tout. qui pouvons nous l'accorder. Parce que finalement, il y a peu de personnes qui vont essayer de nous piéger ou quoi que ce soit en nous montrant regarde, t'es pas légitime. Donc, mais oui, c'est vrai que et même les gens qui quand bien même ils essayent de montrer, de poser des questions et tout ça, en fait, si nous on est convaincus qu'on est pro et qu'on a confiance, en fait, on peut que le laisser. Enfin voilà, ça transparaît quoi. Et, Oui, complètement. Et ouais, mais du coup, c'est un truc sur lequel je travaille pas mal. Parce que souvent, c'est ça, en fait, je pense que la légitimité, elle rejoint aussi le côté il faudrait que je sache tout pour être légitime. Ouais. Mais on peut déjà jamais tout savoir, puisque, comme on l'a dit, c'est des milieux, le milieu de l'entrepreneuriat et toutes les activités, pas que le milieu de l'édition, mais là, notamment le milieu de l'édition, sont des milieux en évolution. Donc, on peut pas tout savoir. Et moi, je trouve que c'est même beaucoup plus professionnel, des fois, de dire effectivement, là, je sais pas. Par contre, je vais me renseigner ou je vais apprendre. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et parce qu'en plus ça bouge et peut-être que des fois moi je dis aux gens mais en fait ta question elle est même obsolète parce que ça bouge tellement vite de toute façon dans que... l'édition, en plus on se fait une idée vraiment ancienne, vieille de chez vieille. Donc et du coup moi c'est dur en fait de montrer regardez, moi déjà je propose une vision particulière de l'édition et tout ça et souvent, il y a des clichés, souvent on me dit tu dois connaître beaucoup de choses sur la littérature, tu dois lire beaucoup. Alors non, clairement pas. Allez, pam, un mi-temps moins, je ne lis pas. J'aime publier. Non, j'aime pas lire. J'aime pas lire. Je sais pas lire d'ailleurs. Je sais pas comment on fait. Voilà. Mais c'est dur en fait de dire moi déjà je n'ai pas le temps de lire à cause de mon métier, c'est que ça aussi, donc voilà. En fait, c'est parce que tu lis pas des livres, mais toi tu lis les projets, donc tu lis quand même tout le temps. Oui, je lis tout le temps. Mais c'est juste que voilà, les gens ils se font une idée et puis je m'informe. Je m'informe sur le monde littéraire en France, tout ça, la littérature, mais je suis pas du tout au fait de plein de choses. Un collab sur non, le clairement sujet pas. de l'édition de la littérature pas et de du toutes les dernières sorties et bouquins. Et des fois j'ai tendance justement à être trop le nez dans le guidon dans mes projets et du coup j'oublie, je suis tout le temps en train de me dire mais va regarder ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Mais c'est peut-être aussi parce que tu regardes pas toi autant ailleurs que tu as cette vision complètement unique, authentique et visionnaire. Tu vois, ça double. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'aller regarder ce qui se passe et de s'ouvrir aussi à d'autres possibilités parce que tu es très tourné vers le présent et le futur. Peut-être qu'il se passe des trucs ailleurs en France ou dans le monde qui peuvent être hyper intéressants. Et en même temps, le fait de ne pas t'ouvrir, de ne pas toujours aller voir justement ce qui se fait, c'est ce qui te permet d'avoir ce champ d'ouverture des possibles et ce côté visionnaire que tu as et que tu portes avec ta maison d'édition. C'est vrai. Bon, on va s'arrêter là, même si on pourrait rester encore des heures. Est-ce que tu veux un grand bravo, un grand merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer? Est-ce que tu as envie de C'était très chouette. Ça t'a plu comme expérience? Voilà, j'espère que ça intéressera. Je pense. C'est ce qui est hyper intéressant, je crois que c'est la première fois qu'on fait une interview à double intérêt, on va dire. C'est-à-dire qu'il peut intéresser les entrepreneuses, bon ça c'est c'est la mission des émissions PAF, donc c'est bien, c'est mieux. Et en même temps, tout un panel de gens qui seraient peut-être même pas entrepreneurs, mais qui ont envie d'en savoir plus sur le monde de l'édition et peut-être même justement d'être édité un jour. Donc pour ça c'est génial. Si vous habitez dans la Champagne ou les Ardennes, vous savez qui contacter. Et suivez les infos parce que je pense qu'il va se passer des trucs bientôt. En tout cas, merci à toi d'être venu sur notre canapé et d'avoir participé à notre interview PAF. On vous met tous les liens de Margot en description et puis n'hésitez pas à partager cette interview pour faire découvrir ce merveilleux monde de l'édition à un maximum de personnes. Et n'oubliez pas du coup d'accueillir et de faire confiance. Exactement. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine interview. À bientôt, salut. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne
Et si toi aussi, Tu passais dans l'émission avec nous. Envoie-nous un message ou commente la vidéo. à bientôt!